Donc bienvenue dans cet atelier, table ronde, carré. Donc nous allons parler logistique pendant 1h15 ensemble. Je rappelle l'idée de cet atelier, c'est de dresser les perspectives d'évolution du secteur, comment il risque de bouger dans les années qui viennent, et en conséquence, quelles sont les perspectives d'évolution, les compétences attendues des futurs collaborateurs, quel que soit leur âge d'ailleurs. Voilà l'idée directrice. Pour faire ça, nous allons bénéficier de l'apport de 3 personnes qui vont se présenter elles-mêmes. Donc, bonjour, Céline Nuc, je suis la directrice de la gestion des talents du groupe STEF. Nous sommes spécialisés en transport et logistique agroalimentaire. Bonjour, Xavier Belair, je suis délégué régional de l'AFT pour la région Pays de la Loire, l'AFT Transport et Logistique. Idem, Jean-Marc Paris, donc moi je suis l'homologue de Xavier pour la région Île-de-France. On est des anciens du transport, Xavier et de historique et de la logistique. Et de la logistique, voilà. Moi j'ai travaillé chez Chronopost et Géodis, et Xavier, tu as travaillé chez... J'ai travaillé dans des entreprises, des petites PME. J'ai travaillé également dans la collecte et le traitement de déchets, notamment chez Veolia et chez Chimirec, et dans la gestion de pièces détachées dans le monde de la high-tech. Voilà. Et moi, je m'appelle Robert Mizrahi, je vais un peu animer cette table ronde. Alors, l'idée pour cette table ronde, c'est que les personnes de l'AFT vont proposer un déroulé, vont proposer un certain nombre d'idées, un certain nombre de choses à travers une présentation. Céline Nuc va intervenir à sa main en fonction de ses compétences et de son regard sur le sujet. Et vous avez la possibilité, vous aussi, d'intervenir quand vous le souhaitez. C'est-à-dire que lorsque vous voulez poser une question, un approfondissement, ouvrir un débat, on le fait tout de suite, quand c'est chaud, enfin, on laisse quand même la phrase se terminer, quand c'est chaud, et on engage la discussion, on répond à la question au fur et à mesure où vous le souhaitez. Ça va ? Alors du coup, pour les personnes qui sont à distance, il faudra que les gens qui prennent les questions sur Zoom nous les fassent passer. D'accord ? C'est prévu. Merci beaucoup. Eh bien c'est parti, on y va. Parfait. Donc nous allons d'abord vous présenter un petit état des lieux de la logistique. Qu'est-ce que c'est que la logistique, les données de base, et notamment les données sociales. On va passer assez vite. Vas-y Jean-Marc. Bon, ça c'est fait. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc l'idée, c'est comment construire sa carrière dans la supply chain, les métiers de la logistique au cœur de la supply chain. Donc la supply chain, hop, vas-y. Il vaut mieux une souris des fois. Oui. Voilà. Déjà, il faut comprendre l'environnement. Alors voilà. Donc la supply chain, c'est un ensemble d'acteurs en fait qui composent une chaîne d'approvisionnement. C'est un rappel certainement pour vous, mais en gros, on prend de la matière première, et de la matière première, on va faire un produit fini, et toutes les étapes de cette construction de ce produit, de la vente de ce produit, et voire de la déconstruction de ce produit, puisqu'il faut aussi penser maintenant reverse logistique, c'est la supply chain. Et dans cette supply chain, on va retrouver des métiers de la logistique, et dans ces métiers de la logistique, on va retrouver des métiers type transport, ça englobe un tout. N'hésitez pas à m'arrêter, parce que je parle beaucoup, je vous le dis tout de suite. Alors là, on a mis les grandes phases effectivement de la supply chain. Le mot supply chain, c'est quand même un mot qui est né il y a pas très très longtemps. On était plus sur une terminologie logistique à la française. Aujourd'hui, on est dans effectivement ce qu'on appelle l'énergie, l'énergie circulaire. En tout cas, les métiers qui sont de la création d'un produit jusqu'au recyclage, puisque effectivement, pour prendre un terme français, on est dans le recyclage des produits, avec un recyclage un petit peu différent entre un certain nombre de produits. Et puis, ce qu'on a vu il y a quelques années, maintenant il y a 2-3 ans, c'est une accélération des métiers de la logistique, de la supply chain. C'était les métiers qui, quelque part, même en termes de compétences, de recrutement, c'est pas forcément des métiers qui étaient connus des jeunes, c'était pas forcément des métiers qui étaient mis en avant, mais depuis 2-3 ans,
on a eu quand même une progression. Alors la période qu'on a connue depuis 2020 avec la crise de Covid a fait qu'accélérer les choses. On a eu quand même, je dirais, par le biais du business, on a eu quand même une progression par an de la livraison urbaine du dernier kilomètre de l'ordre de 8 à 10%. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas. Donc on est vraiment rentré dans une dynamique vraiment de supply chain, telle qu'on peut l'imaginer, avec, je dirais, les phases qu'on vous a proposées. Donc l'approvisionnement, effectivement, en matières premières, la production sur du produit manufacturé, et puis du transport et de l'entreposage, parce qu'on ne peut pas lier logistique sans parler de transport, effectivement. L'un sans l'autre ne peut pas exister. Et puis la distribution de ces produits-là. Voilà en gros les 4 phases qu'on vous a mis pour pouvoir avoir une schématique, quelque chose qui puisse être suffisamment compréhensible. Et donc la 5e, qu'on ne vous a pas mis, mais c'était volontaire, c'est aussi pour en parler. Effectivement, c'est la partie reverse logistique qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui. Voilà, donc on s'est aperçu effectivement, le public s'est aperçu de l'importance de la supply chain et de la logistique, notamment en période de crise. Alors c'était connu sur des crises humanitaires, sur la guerre. La logistique a été inventée pendant la guerre, en fait, tout simplement. La guerre de 14, elle a été gagnée par la France grâce à la logistique. Il faut pas l'oublier. Bon, après, effectivement, on a créé un mot qui est plus global, qui est de la supply chain. Ouais. Mais au fond, le Covid-19 et notamment les phases de confinement ont montré aussi que cette activité-là, si elle s'arrête, le pays s'arrête en entier. Et on a parlé de premier de cordée. Bon, parfois, on a tendance à l'oublier maintenant. C'est ce que nous disent les transporteurs notamment. La suite. Alors, les différents acteurs. On l'a dit, matières premières, fournisseurs, industriels, transporteurs, distributeurs, clients final. Évidemment, on ne va pas rentrer dans un détail, mais à chaque fois, il peut y avoir à nouveau des intermédiaires. On peut parler de co-manufacturing, de co-packing, de plein de choses qu'on peut faire ensemble. Il y a plein de petites choses intelligentes. Il ne faut pas l'oublier, c'est un système, mais ce système-là, il n'est pas figé. Et d'une société à une autre, d'un produit à un autre, on ne le gère pas de la même manière. Juste pour compléter, vous voyez qu'on a matières premières, fournisseurs industriels, transporteurs, distributeurs et clients final. Dans toutes ces phases-là, on retrouve, je dirais, les différents partenaires, les différents acteurs. Donc effectivement, quand on parle logistique, mais c'est quelque chose de global, de général. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le champ de la convention collective auxiliaire de transport qui est la nôtre, évidemment. On englobe les métiers, je dirais, de la logistique, je dirais, frigorifique, l'entreposage non frigorifique, on va avoir le BTP, on va avoir, je dirais, les produits pharmaceutiques. Donc là, on est sur une globalité qui fait que, vous allez voir, on va vous parler ensuite du nombre de salariés concernés. On est sur des montants qui sont globalement astronomiques parce qu'effectivement, il faut englober l'ensemble de ces conventions collectives. Il y a aussi la grande distribution, la distribution. On l'a mis dans les fournisseurs. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, sur les distributeurs, pardon, pas les fournisseurs, qui sera une globalisation de l'ensemble je dirais, du nombre de salariés dont nous allons parler tout à l'heure. On vous a également mis un petit triangle que vous voyez bien et qui est important dans nos métiers. Qualité, délai, coût. Ça, c'est très impactant. Un logisticien vit avec ça. Et donc, pour affirmer encore un peu plus ce que disait Jean-Marc, la logistique, elle est absolument transversale. On la retrouve dans toutes les strates de l'économie et dans tout type d'entreprise, y compris évidemment dans les entreprises industrielles, même si effectivement nous représentons plutôt la branche professionnelle, transport, logistique et les métiers associés. On parlait de Steph tout à l'heure, on est avec Madame Luc. Je crois que Steph, il y a 5 conventions collectives auxquelles vous êtes rattachés. Donc sur une activité, on n'imagine pas que ça puisse englober, je dirais, autant d'activités. Parce que Steph, quand on voit Steph, on a l'impression de voir que des poids lourds, enfin pour le commun du mortel, qui se promènent sur les routes de France, mais ça n'est pas que. Oui, c'est la face visible de l'iceberg, c'est ce qu'on voit le plus, c'est les camions avec les ronds bleus. Mais c'est vrai que nous, on intervient sur quasiment toute la chaîne. Donc que ça soit bien le transport, la logistique, donc que ça soit du stockage, ce qu'on fait quand même moins qu'avant, de la préparation de commandes, et on intervient. Alors, pour notre partie plutôt sur l'agroalimentaire, donc ça va du transport de la matière première, la partie amont, jusqu'à l'usine de fabrication. Une fois que l'usine de fabrication a travaillé, nous, on reprend aussi la main en partie transport, le stockage, la massification des flux, jusqu'au distributeur. Aujourd'hui, la partie qu'on fait le moins, c'est la partie livraison du dernier kilomètre, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est pas notre cœur business. On a même des activités de restauration, on est beaucoup plus encore imbriqué avec le client, et ça va jusqu'à la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que on gère carrément le stockage, le stock du client,
et on fait ce qu'on appelle le 4PL, donc on est vraiment complètement liés. Notre particularité, c'est que nous, on est prestataire. Vous retrouverez exactement la même chose chez un industriel qui gère sa logistique en propre ou chez un distributeur qui a sa logistique en propre. Son transport, c'est un peu plus rare, mais on joue vraiment avec ces flux de mode des distributeurs qui finalement internalisent, externalisent, et ces industriels qui internalisent, externalisent. Il faut savoir que c'est un métier qui est quand même très technique, avec beaucoup d'enjeux sociaux particuliers. Et c'est ce qui fait que finalement, avec ces qualités coût-délai, que les industriels, les transporteurs, ou les industriels et les distributeurs choisissent d'internaliser ou d'externaliser. Voilà. Et nous, on est prestataires de ça. Alors ça, c'est quelques petits schémas. Voilà, donc tout ça, ça s'imbrique. Pardon, excusez-moi. Évidemment, tout ça, ça s'imbrique. Comme le disait Madame Luc, en termes de prestataires, j'ai indiqué que moi, j'ai travaillé par exemple dans la maintenance high-tech, des grandes sociétés, que je ne citerai pas leur nom, dans le monde de l'informatique, de l'impression, etc., sous-traitent souvent à des prestataires logistiques, non seulement le stockage de leur matériel, la configuration, la distribution de pièces détachées, voire la maintenance, carrément la prise de garantie, et évidemment souvent avec la reverse logistique qui va comprendre notamment une phase de réemploi. Voilà. Donc on fait souvent appel à des prestataires pour ça, parce que ce sont, pour les grands fabricants et grands distributeurs, c'est pas leur cœur de métier, et quelque part, plutôt que d'investir sur quelque chose qui n'est pas leur cœur de métier, ils préfèrent investir sur leur champ et notamment sur la production et la vente. Juste pour la compréhension, reverse logistique, vous pouvez préciser? Oui, je peux préciser, pardon. Alors, c'est pas un acronyme, c'est un mot anglais. Et comme son nom l'indique, c'est de la logistique inversée. C'est-à-dire que la logistique, elle a deux sens. Elle est circulaire maintenant. On l'a vu tout à l'heure sur le produit de base, la matière première, la construction du produit, etc. Et à la fin de vie du produit, c'est fini le temps où on se disait, on ne sait pas quoi en faire. À tel point que, évidemment, il y a des business qui se créent là-dessus. Il ne faut pas non plus oublier que donc tout ça, c'est un intérêt économique de reprise d'un certain nombre de matériels, de fin de vie d'un matériel. Fin de vie, ça ne veut pas dire on va le mettre à la poubelle, ça veut dire qu'on va essayer de le traiter d'une matière le plus optimale possible. Tous ces enjeux de développement durable, parce qu'on va parler de compétences quand même, tous ces enjeux de développement durable, c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait la différence dans les jeunes qu'on va attendre sur le marché de l'emploi demain, qu'on va chercher à recruter. C'est des jeunes qui à la fois connaissent finalement toute la chaîne, toute la supply chain, parce que ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe avant moi et après moi. C'est quand même un élément extrêmement important. Donc, d'avoir cette conscience qu'on peut, d'être formé sur l'ensemble de la chaîne logistique d'un point de vue technique, mais toute cette veille sur la partie développement durable, aujourd'hui, nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Enfin, on va dire que tout ce qui est transport n'a pas aujourd'hui... Enfin, on pense transport, on pense carburant, on pense CO2, etc. Donc, c'est tout ce qui va venir révolutionner. Les véhicules autonomes, on n'est pas encore rendu, mais voilà, on va y venir. Donc c'est tout ce qui va transformer nos emplois. On va dire que peut-être la logistique avait un temps d'avance en termes de transformation. Aujourd'hui, ça va être aussi le temps du transport pour ces enjeux de développement durable-là. Et ce que vous évoquiez sur la reverse logistique, c'est vraiment des choses qu'on travaille assez fortement avec les clients. Nos clients veulent qu'est-ce qui peut remplacer des palettes, qu'est-ce qui peut faire finalement des endroits où on stocke la marchandise et qu'on fait tourner pour éviter d'avoir le plus de déchets possible. On parle aussi, on a beaucoup d'enjeux de digitalisation, la traçabilité. C'est des enjeux on va voir, moi je suis dans l'agroalimentaire, donc on a tous les enjeux que vous avez connus récemment, c'est tout ce qui peut être la problématique de traçabilité de produits. On a aussi des choses qui vont venir et qui vont être de la vraie prospective, c'est aller jusqu'à le moins de pertes possibles de produits pour être en capacité de les suivre avec la date limite de consommation, etc. Et d'avoir tous ces enjeux-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'attendent nos clients, c'est quelque chose qu'attendent les consommateurs. Et comme les consommateurs attendent, la distribution est impactée, les industriels sont impactés. Donc ils attendent de tous leurs partenaires de la chaîne d'être impliqués dans cette dimension-là. En tout cas, en termes de compétences, ça va nécessiter pour des jeunes qui rentrent sur le marché du travail d'avoir cette conscience-là
Et en tout cas, des enjeux, si je devais... de veille aujourd'hui, nous-mêmes, on ne sait pas quelles sont les innovations qui vont arriver demain. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'on a plein de pistes, il y a plein de choses qui se créent, il y a plein de petites startups qui vont... Laquelle va sortir, on ne sait pas. Et ces enjeux de veille, ils sont essentiels. Si vous n'avez pas dans les formations aujourd'hui en logistique et en transport des gens qui sont sensibilisés au fait qu'il faut aller sentir ce qui se passe et peut-être miser ou pas miser, mais en tout cas savoir se tenir informé et ne pas rester sur des compétences techniques apprises à l'école en formation initiale, on peut passer à côté de choses. Donc cette notion de veille, d'aller se renseigner, nous on fait des learning expeditions avec certains de nos salariés pour aller prendre un peu la température. Pour les jeunes, c'est vraiment une dimension qui est extrêmement importante. Sinon, en termes de compétences, c'est un temps long. On aura un temps de retard, c'est-à-dire qu'on va mettre sur le marché de l'emploi des gens qui auront des compétences, mais qui ne sont pas celles dont on a besoin demain. Il faut en tout cas les encourager à aller sentir ce qui se passe. Ça, c'est essentiel. Alors, on a fait un petit inventaire à l'après-vert des différents métiers. Je rebondis sur ce que dit Madame Luc. Effectivement, il y a la formation, elle est très importante, on va le voir après. Mais surtout, il faut bien faire comprendre, notamment à des jeunes, voire des moins jeunes qui vont intégrer ces métiers-là, on leur demande d'être agiles, d'être ouverts, d'avoir des idées, parce que effectivement, il y a un travail de veille, mais aussi il y a un travail de force de proposition. Et notamment chez les prestataires aujourd'hui, les industriels attendent de leurs prestataires logistiques des idées de transformation de leur chaîne logistique, y compris en amont comme en aval. Donc ça, c'est très important. Effectivement, ça passe aussi par de l'expérience, mais il faut de l'ouverture mentale, c'est-à-dire que vous n'allez pas pratiquer la même logistique dans l'automobile que dans l'agroalimentaire. Et à ce titre-là, forcément, vous allez prendre de l'expérience quand vous allez être chez l'un, chez l'autre, mais des idées de l'un ou de l'autre pourront vous aider à vous agrandir ou à améliorer votre système. Les métiers. Ouais, juste pour compléter, alors c'est vrai que par rapport à ce que disait Mme Luc, il n'y a pas un métier, enfin il y en a d'autres, mais en tout cas ces métiers-là, impactés par tout ce qu'on appelle développement durable, je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans le cœur du métier. Je vous donne 2 exemples. Aujourd'hui on est dans le 5e arrondissement. Normalement dans 2 ans, on a ce qu'on appelle les zones de transport limité. Donc les ZTL, ça veut dire que ici, moi je suis venu en voiture, je pourrais plus venir en voiture. C'est-à-dire qu'on n'aura plus que les résidents, on n'aura plus que les livreurs, on n'aura plus que la livraison urbaine du dernier kilomètre, mais quelqu'un qui habitera, et c'est prévu sur le 4, 5, 6, 7 arrondissements, sur les arrondissements qui sont vraiment les arrondissements centraux, sur lesquels on aura effectivement une livraison nouvelle, une logistique nouvelle qui va naître, parce que politiquement, on a des demandes qui sont faites par la mairie de Paris, par le premier adjoint, M. Emmanuel Grégoire de la mairie de Paris, mais d'autres. Et je pense que même si on change de couleur politique, on ne reviendra pas en arrière. C'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est ce qui se passe sur la Seine, c'est la livraison, alors je cite les noms parce que sinon ça veut rien dire, hein. C'est la livraison XPO, la logistique XPO Franprix. Auparavant, on avait un entrepôt à Franprix et on avait des véhicules, des poids lourds qui venaient sur Paris, qui faisaient 53 rotations par jour en poids lourd, en 19 tonnes. Aujourd'hui, on a créé, en face du Grand Palais, c'est facilement visible, un quai sur lequel effectivement on a des péniches qui sont des péniches Franprix, avec un prestataire qui fait la livraison, et Franprix et XPO se chargent de faire la livraison du dernier kilomètre. On a économisé 53 tournées en poids lourd en moins. Ce qui veut dire qu'en termes de CO2, on parle toujours de CO2, on parle de gaz à effet de serre, on parle effectivement de bien-être des salariés, parce qu'il faut y penser, c'est quand même une constante. Les bien-être des salariés, socialement, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous avez regardé la télé récemment, vous avez un certain nombre de prestataires qui ne sont pas du transport et qui font concurrence avec le transport, qui sont juste des prestataires, je dirais, non référencés auprès du ministère du Transport et qui, socialement, n'offrent pas les conditions sociales qu'offre une entreprise comme Steph ou une PME de 10, 15, 50 salariés enregistrés au sein du répertoire des transporteurs. Donc ça, c'est des éléments qui sont hyper importants. Allez voir sur la livraison XPO, il y a un TRACMA qui prend les caisses sur effectivement la péniche, et on économise à ce titre-là 53 tournées par jour. Vous vous rendez compte sur l'année ce que ça représente, quoi. Alors, aujourd'hui, ça paraît presque normal. Il faut savoir qu'avec l'AFT, on avait travaillé il y a une dizaine d'années sur ce projet-là, un cluster logistique depuis le port de Gennevilliers. Et à l'époque, on nous avait regardé en disant « mais vous êtes fous, ça ne marchera jamais » en transformant des péniches Fraissinet, etc. Alors c'était pas pour Franprix, c'était pour
C'était pour Carrefour ou Shop, si tu te souviens bien. Voilà. Bon, et puis avec la livraison de bureau aussi. Donc ça avance, et ça avance plutôt vite. Après, économiquement, il y aurait des choses à dire, mais ça avance. C'est un peu sponsorisé quand même. Ouais. Faut le dire. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même parce que c'est l'envers du décor. Nous, on a discuté avec les gens de chez XPO, de chez Franprix. Si l'activité, je dirais, au titre du développement durable n'est pas sponsorisée, elle n'est pas viable pour le moment. Elle n'est pas viable parce que accueillir une barge avec des caisses qui pèsent entre 7, 8 et 9 tonnes sur le quai en face déjà du quai du Grand Palais, il faut refaire l'intégralité du quai. Donc ça a un coût. Ça a un coût qui est un coût social, ça a un coût qui est un coût sociétal. Si on n'a pas un financement des pouvoirs publics, ça faut le retenir quand même. On ne peut pas mener à bien ce type d'expérimentation et la pérenniser dans le temps. Ça faut le retenir parce que on va pas, c'est pas la peine de dire tout est beau, tout est magnifique et tout fonctionne. Il y a quand même une aide des pouvoirs publics qui est indéniable, sur lequel on ne peut pas faire abstraction. Voilà. Mais après, nous aussi, il y a eu des initiatives, on a travaillé avec Ferrero notamment sur du fluvial, mais au-delà du fluvial, le fluvial n'est pas la seule solution. Hein. Il y a aussi les nouveaux camions, il y a des nouveaux carburants qui permettent aussi d'avoir des vraies solutions. Et il y a les panneaux photovoltaïques sur les sites pour avoir des entrepôts réfrigérés, mais qui produisent aussi leur propre électricité. Enfin, il y a énormément d'initiatives en termes de développement durable qui permettent vraiment de diminuer l'impact carbone. Le plus visible étant celui particulièrement sur les camions, parce que voilà. On est beaucoup parti sur le développement durable. Le développement durable, c'est pas la seule. Voilà. Vous avez vu que c'était très important pour nous. On va revenir sur les métiers de la logistique. Donc, comme je vous le disais, un inventaire à l'après-vert, je ne vais pas tous vous les citer. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a des métiers dans le transport, ça passe du livreur au responsable d'exploitation, à l'exploitant. Il peut y avoir aussi de l'entreposage, donc tout ce qui va être stockage de matériel, gestion de stock, de l'approvisionnement, donc des acheteurs qui vont essayer de sourcer des produits à un endroit ou à un autre. Tout ça, c'est de la chaîne logistique. Et puis, dans la chaîne d'approvisionnement et la production et le pilotage, on a aussi d'autres types de personnel. Ce qui est important à noter, c'est qu'en fait, on a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire du niveau CAP jusqu'à un niveau Bac+7. On a du monde et ça fonctionne et on a besoin de tous ces maillons-là. On va le voir après avec des transformations qui vont être assez profondes et Madame Luc pourra en parler. Ouais, il y a un chiffre sur lequel je voudrais un peu m'appesantir parce que à chaque fois que je fais ce matin, j'étais chez Pôle emploi dans une agence et j'en parle toujours, c'est le taux de mixité dans nos métiers. Vous prenez, je prends le cas d'ADP et puis d'Air France. Il y a un taux de mixité, de féminisation des métiers. Quand je dis mixité, c'est féminisation des métiers qui est de l'ordre de 21-22% dans le transport routier, je dirais dans l'aérien, pas dans le transport routier, dans l'aérien. Nous, on est à pratiquement 19,5, presque à 20%. Ce qui veut dire qu'on n'est pas très loin finalement de ces métiers-là. Alors on a toujours l'impression qu'il n'y a que des hommes dans les métiers du transport et de la logistique. C'est pas vrai, hein. Il y a aussi beaucoup de femmes. Et dans les métiers de l'aérien, on pense qu'il y a beaucoup de femmes et qu'il n'y a pas d'hommes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit quand on prend l'avion. C'est pas le back-office qu'on voit, puisqu'effectivement, on n'a pas accès à je dirais, l'entreposage et puis, je dirais, à la partie mécanisation et puis maintenance. Mais dans ces métiers-là, on a fait un gros effort avec une courbe qui est en progression constante. Moi, quand j'ai commencé à la FT, je crois qu'on était à 15 et quelques. Aujourd'hui, on a presque 20, voire 21% de féminisation de ces métiers. Alors avec des grands, je dirais, des grands écarts, c'est-à-dire que sur la maintenance, effectivement, sur la partie vraiment logistique des métiers, on est à des fois 4-5%, mais globalement, on est sur pratiquement 21% de taux de féminisation de ces métiers. C'est-à-dire qu'on évolue bien, on évolue positivement, et on a une croissance qui est une croissance pas exponentielle, hein, mais elle est logarithmique, elle est suffisante. Voilà. À noter que globalement, plus le niveau d'études est élevé, plus on a de femmes. Ça, c'est clair. Ça se ressent voilà, partout. Et notamment, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, dans les postes décisionnels, Madame Luc en est un exemple, on a de plus en plus de femmes. C'est très important. Mais c'est important aussi. Nous, on va au contact notamment des transporteurs et des logisticiens. Et je peux vous dire que tous ceux qui ont fait, notamment, si on prend la conduite routière, le choix de conductrice, aujourd'hui, il y a 14% des conducteurs qui sont des conductrices, il faut le savoir, ne veulent plus revenir en arrière. Au contraire, voudraient même développer ça. Alors, il y a quelques freins encore, surtout idéologiques, et ça, il faut les lever. Ce sont des barrières qui n'ont pas lieu d'exister. Ce sont des métiers qui sont accessibles à toutes et à tous. On intervient pas mal sur ces sujets-là.
ce qui aide aussi beaucoup à la mixité, je pense que c'est aussi l'évolution des matériels, tout simplement. Aujourd'hui, conduire un camion, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, c'est moins physique. Et donc, tout ce qu'on pourra faire en matière d'innovation pour attirer et féminiser nous aidera aussi en termes de qualité de vie pour les messieurs qui travaillent aussi dans notre secteur d'activité. Donc, on a des vraies opportunités à ce niveau-là. Moi, j'ai fait un salon d'emploi il n'y a pas longtemps et j'avais des jeunes en alternance. Et c'est vrai que c'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, nous, en termes d'attractivité aujourd'hui. Et ce qui était très, très intéressant, c'est que j'ai rencontré, en alternance, il y avait 3 jeunes filles qui se sont présentées. Je n'ai rencontré que des jeunes filles. Et elles expliquaient que la précédente promotion, il y avait à peu près 15% de jeunes femmes dans la promotion, et que là, elles étaient sur du 50-50. Alors, on était sur des filières, en plus en transport, ce qui était déjà plus le cas en logistique, parce qu'on se rapproche un peu plus du monde industriel, et il y avait déjà une féminisation un petit peu plus importante. Dans le transport, ça commence aussi à arriver, et on a de plus en plus de femmes managers. Et du coup, c'est plutôt un constat qui est plutôt intéressant sur des métiers qui ont besoin d'être attractifs et qui, en plus, ne sont pas réservés aux hommes, tout simplement. Tout à fait. Alors, quelques chiffres. Alors, des chiffres qui dépassent encore une fois notre branche. Donc, c'est des chiffres logistiques en France entière. Donc, partout, on peut trouver des gens qui s'occupent de logistique. Donc, dans des entreprises de services, industriels et autres. Donc, on a quand même plus de 1 million de personnes en entreposage et manutention. C'est beaucoup. Alors, pour vous donner un ordre de comparaison, la branche transport, logistique, activité auxiliaire, c'est 800 000 personnes, un petit peu plus. Ça augmente tous les ans et ça augmente même de façon assez importante. Là, simplement en entreposage et manutention, parce qu'il y a des comptes propres qui vont aussi s'en occuper, 1 million de personnes. En conduite de véhicules, 570 000 personnes. L'encadrement, c'est 73 000 personnes. Et l'exploitation transport et l'administration des ventes, c'est 140 000 personnes. Ces chiffres viennent de France Stratégie et d'ARES. Donc, ce sont des chiffres tout à fait actuels. Ça donne quand même l'ampleur de ce secteur et des opportunités qu'il peut offrir. Je crois qu'il suffit vous prenez la voiture comme nous. Je pense que prenez sur la N104, moi qui ai connu la N104 il y a peut-être 30 ou 40 ans, regardez le nombre de sites logistiques qui sont ouverts. Il n'y a pas une activité transport qui est comparable. C'est vraiment la logistique qui, vraiment, aujourd'hui, on va le voir avec des logistiques complètement différentes, puisque il y a quand même en France entier 40% de la logistique et du transport ne concernent que des produits qui sont des produits agricoles ou para-agricoles. Alors on dit toujours qu'on a un pays super industrialisé, enfin ça vous concerne aussi, puisque vous transportez, Pomona fait la même chose, c'est du transport agricole ou para-agricole ou de produits transformés, mais ça reste quand même pas le cœur de métier, mais 40% de l'activité, c'est quand même super important, quoi. Enfin, on a toujours l'impression que même l'Île-de-France, mais quand on globalise l'ensemble des régions, on est quand même sur des métiers qui sont des métiers de transport, de matières, qui sont des matières organiques, quelque part. Donc, des métiers au cœur des préoccupations actuelles. Donc, on a parlé tout à l'heure de protection de l'environnement. Alors, d'une façon plus globale, on en parlera après. On pourrait parler aussi de RSE. On en parle partout, mais c'est pas un vain mot, ça existe vraiment dans nos métiers. Des évolutions technologiques constantes, on va en parler tout à l'heure, et c'est là dans les recherches de compétences nouvelles, Madame Luc pourra en parler, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Un maillon essentiel de l'économie, on l'a dit, si ça s'arrête, il y a tout qui s'arrête. La marchandise, les biens de consommation, il faut un moment ou un autre qu'ils soient livrés, qu'ils soient entreposés, qu'ils soient fabriqués. Donc il faut bien des logisticiens derrière. Et une dimension internationale, parce qu'hélas, on fabrique pas tout en France et il faut bien aller chercher des produits là où ils sont, mais il faut aussi savoir en exporter, et ce qu'on s'efforce de faire le plus possible. On dit toujours 3 jours d'arrêt économique et à Paris on meurt de faim. On meurt de faim. Voilà. On n'a plus rien dans nos commerces. Là, cette slide, elle est un peu imbuvable, il y a beaucoup de mots, donc je vais pas vous la lire en entier. Bon, ce qui est intéressant à noter, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Marc, effectivement, il y a 40% des produits qui sont des produits issus de l'agriculture, donc ça veut dire que le reste, c'est pas issu de l'agriculture, donc plutôt des produits manufacturés. Malgré tout, on en a déjà beaucoup parlé de verdissement de l'économie, et on travaille aussi sur ce sujet-là.
La logistique de distribution se transforme très 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 nettement. On passe du modèle du magasin seul, on livrait avant dans un magasin et on allait acheter dans un magasin. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Le magasin existe toujours. Alors il y a un mot pour dire ça, c'est pas très joli, ça s'appelle figital. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. C'est à moitié du physique, à moitié du digital. Et alors il y a des mauvaises tendances. Il y a des gens qui viennent dans un magasin pour voir, pour essayer, pour comparer, et puis qui repartent et qui achètent sur Internet. Bon, à terme, les magasins vont peut-être pas continuer à exister longtemps, à part des showrooms de grandes marques. Et c'est ce qui se passe sur pas mal de produits, où finalement, la vente se fera peut-être plus sur Internet que en physique. Mais de toute façon, il faudra quand même la livrer au destinataire final. Je pense que Madame Luc a un mot à dire là-dessus. Oui, parce qu'on a quand même le retour du local. Donc Oui. globalement, donc vous avez différentes écoles. On a aujourd'hui un consommateur qui est plutôt un consommateur qui est volatile, c'est-à-dire que voilà. Et c'est ce qui fait aussi du coup la complexité et l'évolution de nos métiers, de nos emplois, c'est que avant on avait les modèles hyper distribution, etc. Et avec un modèle. Après, vous avez eu différentes tailles de magasins, les drives, le Internet, le drive piéton, les entrepôts déportés dont vous parliez pour la livraison du dernier kilomètre. Vous avez aussi maintenant tout plein de producteurs qui se mettent à vendre en direct aux consommateurs et qui ont besoin d'une visibilité. Donc vous avez des marketplaces qui se montent et qui ont aussi besoin de leur propre logistique quand elles grossissent, parce qu'on peut commencer petit dans ce genre d'activité et puis grossir finalement très très vite et rencontrer son public. Ce qui complexifie vraiment aujourd'hui justement la partie supply chain, c'est ça. C'est qu'on a même les distributeurs aujourd'hui savent pas trop de quel côté ça penche, puisque en fonction des crises, là on avait vraiment une orientation développement durable. Aujourd'hui on a de l'inflation. Il y a un recours aussi, un retour fort sur le prix. Qui fait que le hard discount aussi revient fortement. Donc voilà, un consommateur qui suit aussi un peu les tendances du marché et qui du coup fait que c'est difficile de faire des prévisions, c'est difficile de savoir où ça va. Et nous, on est sur un métier de planification, d'organisation. Donc finalement, c'est un métier où il faut accompagner nos clients. Et quand nos clients ne savent pas trop comment, si c'est plutôt les hyper, si c'est plutôt le local, etc., il faut accompagner. Et il faut accompagner le très gros client comme le tout petit qui est en train de créer son entreprise. Oui, excusez-moi. Oui, tout à fait, Philippe Guilloux. Je suis de l'IUT de Laval et j'étais anciennement dans l'agroalimentaire il y a 1 an, dans le domaine aussi de la logistique, le premier groupe laitier. Oui. Voilà. Et pour avoir été dans ma fonction RH confronté à la logistique, nous avions à une époque des tensions sur certains métiers, mais alors là, c'est même plus des tensions, ça devient de l'explosion par la rarification des collaborateurs. Et ma question, même si je l'ai quitté il y a très très récemment, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que les métiers, alors supply chain, oui, alors parlons peut-être de logistique, entreposage, pour revenir à des choses plus simples, terre à terre, bien qu'il y ait une multitude de métiers, mais qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut mettre en perspective aux jeunes pour qu'ils viennent nous rejoindre? Aujourd'hui, c'est qu'ils ne rentrent même plus dans les filières de formation. Donc oui, vous les recrutez. Je suis dans plusieurs établissements où je vois les effectifs de filières et de choix en logistique s'effondrer gentiment et doucement. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas encore touché comme la maintenance ou autre, mais faisons attention. Parlons ne serait-ce que des garages de maintenance dans le domaine de la logistique, ça en fait partie. Aller recruter un mécanicien poids lourd ou un mécanicien VL, quoi. Alors, si vous permettez, parce qu'il y a plusieurs questions dans la question, c'est très inspirant et on en aurait parlé après. Mais oui, on va, tant mieux. Oui, c'est l'idée, c'est ce qu'on avait dit, et c'est très bien qu'il puisse y avoir des rebonds. Alors, oui, c'est tendu partout, c'est vrai, ultra tendu même. Ça, c'est une certitude. Alors, la profession travaille là-dessus. On va vous donner quelques pistes qu'on met en place, nous, notamment AFT, comme support aux entreprises de la branche, mais vous avez compris que là, on est hors branche. Après, quand vous dites que les filières ne se remplissent pas, on a un conventionnement avec l'Éducation nationale, on soutient les lycées des métiers de la logistique, les filières sont remplies. Le problème, c'est pas tellement ça, c'est aujourd'hui la déperdition qu'on peut avoir des gens qui sont formés et qui ne rentrent pas forcément dans nos métiers. Vous savez, l'AFT aujourd'hui, l'AFT finance ou cofinance
Oui, alors entre 45 et 50 millions d'euros par an sur des titres professionnels, notamment en conduite poids lourd. Et on voit, nous, puisque les cartes de qualification conducteurs, c'est nous qui les fournissons. Elles passent par nous, en gros. Et on voit des gens qui ne nous les réclament jamais. On parlait tout de suite en arrivant de Transition Pro, avec qui on travaille. Quand on voit les gens de ces Transition Pro, vous êtes dans la même région que la mienne, Pays de la Loire, je les ai rencontrés il y a 15 jours, ils me disent on finance énormément sur des titres professionnels dans le monde de la logistique, il y a un taux de transformation qui n'est pas bon. C'est inquiétant parce que quand on fait une reconversion, on devrait savoir où on va. Et quand on vous annonce un taux de transformation de 33%, je me dis c'est gênant parce que derrière, ça veut dire que Transition Pro a mis de l'argent là-dedans. Nous, AFT, on a aussi mis de l'argent. Quand je dis AFT, c'est pas le nôtre, hein, c'est l'argent de la branche, hein, c'est l'argent de la profession. Soyons très clairs. Donc oui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, votre question, elle a effectivement beaucoup de sens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer et garder ? Je vous donne juste, et Madame Luc pourra dire des choses parce que le groupe CEF est très innovant sur le sujet. Nous, en tant qu'organisation professionnelle de branche, on est là pour aider les entreprises. Et comment on les aide ? On les aide au plus près de leurs besoins, et notamment en ce moment, sur l'attractivité, avec un outil qui s'appelle, c'est une charte, la charte ambassadeur de l'emploi, transport et logistique, où les entreprises vont s'engager. Les entreprises de transport et logistique étaient historiquement pas les très très grosses. Mais le tissu, on est plutôt sur des PME, toujours, même si ça se densifie, on reste quand même sur des PME. C'est des gens qui étaient quand même un peu fermés. J'en parle en connaissance de cause, j'y ai passé plus de 30 ans de ma vie. Où on faisait des choses, mais on ne le disait pas trop. Et aujourd'hui, on dit non, vous faites des choses, vous faites des bonnes choses. Socialement, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Dites-le, montrez-le, faites-le savoir, ouvrez-vous au monde. Donc, sur 3 axes. Le premier axe, valorisation des métiers, ouvrez vos entreprises au public les plus larges, des collégiens, des lycéens, des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA, des migrants. Aujourd'hui, on travaille. On a des gens, alors moi, Pays de la Loire, j'ai des migrants dans mon secteur, des gens qui ont toute compétence à devenir, par exemple, conducteur routier parce qu'ils l'étaient dans leur pays. Le problème, ils ne parlent pas le français. Le problème, il faut un diplôme. Il n'en faut pas dans d'autres pays. Donc, il faut qu'on ajuste tout ça. On travaille là-dessus. Deuxième axe, la qualité de recrutement. Qu'est-ce qu'on fait pour recruter ? Est-ce qu'on est innovant ? Est-ce qu'on passe seulement une annonce sur Internet ? Ou est-ce qu'on fait des job dating ? Ou est-ce qu'on fait des salons ? Troisième axe, une fois qu'on a recruté, qu'est-ce qu'on fait pour fidéliser les salariés ? Et ça, c'est extrêmement important. C'est pas, alors évidemment, la réponse facile, c'est de dire on va les augmenter. Bon, quand on voit les taux de marge dans nos métiers, ça reste un petit peu compliqué. Il y a certainement un problème sur le prix. Moi, je vous le dis, ça c'est mon sentiment profond. Je pense que le transport, notamment, et la chaîne logistique, n'est pas payé à sa juste valeur. Bon, et donc à ce titre-là, les prestataires ont du mal à vivre correctement, et ça se voit dans la marge. Oui, monsieur. Oui. Allez-y. Allez-y. Alors sur les salaires, pourquoi pas, mais bon, c'est un autre débat et on va pas faire les NAO aujourd'hui. Mais non, mais ça serait trop long et trop compliqué, puis c'est pas notre rôle. Après, vous parlez de marketing digital. La logistique, et Madame Luc va en parler tout à l'heure. Si on n'est pas dans le digital, on n'est nulle part aujourd'hui. Donc c'est ça aussi, je pense que, et c'est notre rôle à tous, aujourd'hui, de valoriser ces métiers qui sont des métiers d'avenir où il ne s'agit pas de pousser... La logistique, c'est pas que conduire un camion et pousser des palettes. On en a déjà parlé. C'est un panel de métiers très important. Effectivement, les formations peuvent très bien être en IUT ou post-IUT. Alors, un aspect aussi, les formations logistiques, elles se sont multipliées. Il y en a partout, tout le monde en fait. D'accord ? Tout le monde. Donc forcément, il y a des sections qui ont du mal à remplir, ça c'est une certitude. Il y a beaucoup de titres privés, énormément de titres privés. Alors, moi, j'ai pas de
j'ai pas d'avis sur la qualité de ces titres. Je le constate. C'est que quand avant, historiquement, moi aussi je suis un ancien, j'ai été formé il y a très longtemps, il n'y avait pas grand-chose. Hein. En transport et logistique, il y avait en diplôme supérieur, il y en avait 2. Il y avait l'IUT d'Evry, d'accord. Donc ça remonte quand même à des années, c'était quasiment le seul. Et il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui l'ISTELI à l'AFT, qui s'appelait pas l'ISTELI, qui s'appelait l'École des techniciens des transports, ce que j'ai fait moi-même. Il n'y avait que ça. Aujourd'hui, heureusement, il y a eu une multiplication, il y en avait besoin. Mais il y en a presque trop. Et quand on voit notamment sur des parcours universitaires, c'est très bien de rajouter de la logistique. Mais c'est pas parce que vous avez fait un module logistique dans votre 5e année et donc dans votre Master 2 que vous allez être un logisticien. Voilà. Bon. Mais on note vos remarques, hein, et quelque part, donc je vous dis, on travaille sur ces axes-là, mais pas que. La qualité de vie au travail. Les fédérations patronales aujourd'hui ont compris ça et essaient de trouver des arguments pour travailler là-dessus. On travaille, nous, sur tout ce qui est risque professionnel. On met à disposition des professionnels des outils aussi pour améliorer tout ça. Il y a c'est vrai qu'il y a un champ qui est énorme. On a un déficit d'image, c'est vrai aussi, hein, ça c'est clair. Mais c'est une certitude. Et à ce titre-là, notamment cette charte d'ambassadeurs, elle permet justement de faire voir les entreprises telles qu'elles sont. Et je vais laisser la parole à Madame Luc parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors oui, il y a bien sûr des problèmes d'attractivité. Alors je pense qu'on a des problèmes d'attractivité en entreprise qui sont différents peut-être de ceux que vous avez aussi dans les formations, puisque typiquement nous on recrute, on ne va pas recruter forcément que des gens diplômés dans le secteur du transport et de la logistique, parce qu'il y a quand même beaucoup de passerelles qui sont possibles. Donc c'est vrai que la partie attractivité est quelque chose, nous, sur laquelle on joue beaucoup en termes de marque employeur. On fait de l'insertion, on va travailler, nous on a beaucoup accompagné des gens sur du CLEA, des savoirs fondamentaux aussi, parce que ça fait partie des choses qui sont importantes d'avoir des collaborateurs qui sont autonomes et en tout cas qui sont en capacité de continuer d'apprendre et de grandir dans l'entreprise. Je pense que ce qu'on peut ouvrir, en tout cas dans nos secteurs d'activité, ce que peut ouvrir sans doute le digital, etc., mais en tout cas, c'est une vraie carrière. Voilà, il y a des secteurs comme ça où vous pouvez faire carrière aujourd'hui dans le transport et la logistique. Enfin, on a énormément nous de gens dans l'entreprise qui sont arrivés sur des postes très opérationnels et qui sont aujourd'hui dans les dirigeants du groupe. Et donc ça, c'est quand même encore vendre quelque chose où tout est possible et où tout n'est pas joué parce que j'ai réussi à faire la bonne formation, les bonnes études, et que finalement il y a des passerelles qui sont possibles. Ce qu'on a des fois tendance à faire, à pas suffisamment mettre en avant auprès des jeunes, je pense. Alors, moi, pour être maman de quelqu'un qui a 19 ans, on a l'impression qu'ils jouent toute leur vie sur 2-3 années et qu'après, il y a un champ des possibles qui se ferme. On est tous, je pense, issus de parcours typiques ou atypiques, mais en tout cas de montrer que quand même, il y a un champ des possibles. L'entreprise peut mettre en place ça. Je pense que l'entreprise peut aussi être un vecteur de promotion et de formation. Typiquement, on a mis, nous, des promotions de conducteurs. On les recrute conjointement avec l'école et c'est des promos qui sont spécifiques et dédiés à nous. On a notre propre organisme interne. On forme aussi en interne des gens. Donc c'est vrai que je n'ai pas la vision que vous pouvez avoir, typiquement, vous, IUT, sur la partie promotion. Nous, on va chercher à avoir tout cet afflux-là, que ce soit les jeunes qui sortent des études, les jeunes qui se forment, des jeunes qui arrivent d'autres emplois et qui veulent s'inscrire dans l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment l'attractivité. C'est montrer qu'en tout cas, il y a un champ des possibles, que ces métiers-là évoluent, que c'est des métiers, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui ont été mis en avant aussi pendant la période Covid. Nous, on travaille dans l'agroalimentaire. Typiquement, à un moment, il a bien fallu que les gens ils aillent en supermarché ou acheter à manger pour préparer des gâteaux, parce que c'était la mode des gâteaux pendant la période du Covid. Mais voilà, de montrer un peu l'intérêt, l'utilité. Il y a, je pense, une fierté aussi d'appartenir. Ce qui n'a pas toujours été mis en avant, je pense, sur ce secteur d'activité-là, et qui peut être mis en avant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on appartient à un secteur d'activité qui fait marcher le pays, qui aide, qui accompagne le service aux clients. On n'est pas, nous, très visibles, mais la plupart de nos clients sont très, très connus. Les grands industriels, les distributeurs, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis après, une fois qu'ils sont rentrés, il faut les retenir.
Et là, c'est à nous de mettre en jeu on parle de carrière, comment on fait que ça se réalise dans l'entreprise, comment on propose aussi des choses, comment on continue à les faire grandir, continue à leur permettre d'apprendre des choses. Voilà, et ça, c'est hyper important parce que les transformations des emplois là, les gens qui sont chez nous, il va falloir qu'on les accompagne et qu'on ne les laisse pas sur le bord de la route parce qu'il y a la digitalisation, parce qu'il y a plein de nouvelles compétences qui arrivent, le développement durable. Et ça, c'est aussi notre mission. Et ça contribue aussi à la rétention. Et je pense à l'attractivité future du secteur d'activité, si c'est un secteur d'activité qui est responsable et qui accompagne ses salariés. Voilà. Et alors, je rejoins évidemment tout ce que vient de dire Madame Luc. Vous n'avez pas précisé, pourtant vous le faites, vous avez des gradués de programme chez vous, où vous prenez des étudiants. Mais on est sur les bacs plus 4, bacs oui, plus 5. bien sûr, mais ils font aussi partie de la chaîne logistique. Vous les accompagnez pour devenir un jour directeur de site. Et je crois que c'est un programme de 2 ans, je crois, de mémoire. Oui, on va des savoirs fondamentaux donc, à HEC. Des possibilités, il y en a. Ce qui est important à noter, et c'est ce qu'il faut dire notamment aux plus jeunes, les gens qui rentrent dans ces métiers-là, généralement, ils sont conquis parce qu'il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait que, clairement, ça accroche. Et quand on voit des jeunes, notamment aujourd'hui avec l'apprentissage qui se multiplie, et tant mieux, c'est plus facile. Maintenant, c'est sûr, vous l'avez dit, sur les métiers moins qualifiés, où là, on a besoin de plus de monde. Je pense par exemple aux conducteurs routiers. On vous présente cette famille de métiers. Aujourd'hui, on a clairement, conducteur routier, c'est extrêmement compliqué. Alors, si on va plus loin dans la branche et si on parle de mobilité, si on rajoute les voyageurs, c'est encore un peu plus compliqué. C'est vrai, il faut faire des choses. Tout à l'heure, et on ne cesse de parler de la crise Covid parce qu'elle est encore là, hein, on vit avec depuis quelque temps maintenant. Vous vous souvenez tous de ces conducteurs qu'on voyait errer pour faire des livraisons, qui n'avaient pas de quoi se ravitailler, pas de quoi dormir, etc. Malheureusement. Alors à l'époque, ça nous a tous émus. Hein. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont réellement beaucoup changé pour eux? Parce que si aujourd'hui on doit faire venir des gens, c'est pas que les sociétés de prestation de services qui doivent changer, c'est la société en général. Je vous donne un exemple pour avoir travaillé à l'étranger. Vous allez aux Pays-Bas, il n'y a pas une entreprise qui reçoit des conducteurs, qui n'a pas une salle de repos complètement adaptée. Il ne se pose même pas la question, il pose les clés, il va dans la salle de repos, il ne s'occupe plus de rien. Vous allez en France, sur une centrale de distribution ou chez un industriel, ça n'existe pas. Et ça, ce sont des petites choses qu'il faut conjointement, les organisations professionnelles et les acteurs de la distribution notamment, et les industriels, travailler pour aussi rendre ce métier un peu plus facile, un peu plus agréable. Tout à l'heure, on parlait de la féminisation. Vous imaginez, c'est encore un peu plus compliqué pour une femme qui ne pourrait pas prendre une douche, il n'y a pas de vestiaire adapté, etc. Donc il y a des efforts qui sont faits, il y a des prises de conscience, mais clairement, sur des familles de préparateurs de commandes, de gestionnaires de stock, de conducteurs, oui, on est en crise. Et on l'est d'autant plus dans des territoires où on est quasiment au plein emploi. Donc c'est une bonne nouvelle, le plein emploi. Mais on a organisé la semaine dernière pour un confrère de Madame Luc quelques job dating à travers la France. On a eu un mal de chien à trouver des candidats. Des postes, on les avait. Mais voilà, donc effectivement, on se pose des questions. Les familles d'emploi, donc vous les voyez à l'écran. Donc il y a les familles, il y a la maintenance. Donc maintenance, ce n'est pas que la maintenance des véhicules, c'est la maintenance des sites aussi. Et sur les sites logistiques, c'est très très technique. Les convoyeurs, etc. Ce sont des métiers à part entière, très technologiques. On ne s'improvise pas. C'est pas le mécano de chez, je vais citer une marque, faut pas, de la rue du Bac. Ça va peut-être donner une marque quand même, qui va pouvoir s'improviser mainteneur d'un site logistique avec un convoyeur de 4, 5, 6 ou 8 km. C'est à noter. Aujourd'hui, les entrepôts sont hyper digitalisés, hyper techniques. Le nombre de manipulations humaines est réduit vraiment de beaucoup. Pour autant, comme il y a beaucoup de marchandises à traiter, on a aussi besoin de beaucoup de monde. Tout ce qui est études et méthodes, bon là on est sur de la formation un peu plus avancée, la conduite on en a parlé, l'exploitation transport et l'exploitation logistique. Donc ce sont des métiers d'exploitation, généralement c'est des gens qu'on recrute plutôt à Bac+2, entre Bac+2 et Bac+4 selon les entreprises. Les systèmes d'information, on va faire un gros pavé là-dessus, et je pense que Madame Luc aura des choses à dire. C'est le cœur du métier. Il y a, je vais vous citer une anecdote, il y a peut-être 30 ans de ça, une école qui existe toujours, qui s'appelle l'École supérieure des transports. J'en ai cité 2 tout à l'heure, j'aurais pu citer celle-là, c'était la 3e. Et désolé si dans le public, il y a des gens qui l'ont fait, je l'ai un peu oublié, c'est dommage.
À l'époque, le président était le patron de Danzas, qui a été racheté par DHL il y a déjà plusieurs années. Et quand on lui demandait qu'est-ce qu'allait faire la différence chez ses étudiants, qu'est-ce qu'allait faire la différence, et dans son entreprise, qu'est-ce qu'allait faire la différence, tout de suite, il a répondu, je vous parle de ça il y a 30 ans, hein, le système d'information. Les camions sont les mêmes, les formations sont les mêmes, le savoir-faire, en gros, ça peut être un peu variable, mais finalement, on est sur quelque chose d'ISO. En revanche, le système d'information, la capacité à l'interconnecter avec des distributeurs, avec des entreprises, ça, c'est effectivement le cœur du réacteur. Et dernier point, et après on reparlera de tout ça, les opérateurs logistiques, c'est donc les gens dont on parlait qui sont dans les entrepôts pour faire de la préparation de commandes, notamment. Hop. Donc réinventer les compétences en transport logistique, c'est important, avec ce qu'on disait tout à l'heure, notamment tout. Alors on va pas faire métier par métier parce que ça va être un petit peu long. Si vous avez des questions sur le sujet, on y répondra volontiers. Mais dans chaque grande division de métier, il y a forcément quelque chose qui a à voir avec les nouvelles technologies. Ça, c'est pareil, c'est une évidence. Et donc c'est pour ça que j'ai bien entendu ce que vous disiez, monsieur, au fond de la salle. Je ne vais pas noter votre nom. Effectivement, on a peut-être une approche qui n'est pas la bonne. Aujourd'hui, il faut montrer que nos métiers sont des métiers de haute technologie, voire de très haute technologie. Et à quelque niveau que ce soit, un conducteur routier, par exemple, ce n'est plus monter dans un camion, d'abord tourner une manivelle et puis tourner un volant. Il y a beaucoup de technologie derrière. Il y a de l'informatique embarquée, il y a un suivi. Là, par exemple, je suis à peu près certain que Madame Luc appelle ses exploitants, elle peut savoir à tout moment où est le camion X512, parce que c'est la traçabilité, notamment dans le monde de l'agroalimentaire, c'est très important. Oui, alors si on reparle du métier de conducteur, hein, il y a de la digitalisation, puisque du coup, il y a vraiment, maintenant, on a dématérialisé un maximum de choses. Il y a aussi un axe qui est très, très important et qu'on doit mettre en avant, c'est le relationnel. On est sur des métiers qui sont extrêmement... c'est le conducteur et la porte d'entrée du client, c'est-à-dire que c'est lui qui va chez notre client, c'est notre représentant. Je pense que je ne connais pas un métier de la supply chain. Quand je disais tout à l'heure, dans supply chain, il y a chaîne. Et c'est hyper important que les gens qui rentrent dans ces métiers-là aient bien une connaissance de la chaîne avec ce qui est avant eux et ce qui est après eux. C'est des vrais métiers de communication. La partie relationnelle, la partie sens du service, etc. Le métier de conducteur, c'est un métier de relations et de commerce aussi. Donc il y a toute cette traça, cette digitalisation, puisqu'on fait de plus en plus de traçabilité des produits, comme j'expliquais. On rend les choses, les technologies un petit peu plus ergonomiques, plus sympas quand même, hein. Nous, ça se passe tout sur des téléphones portables. Mais c'est vrai que c'est aussi des métiers de relation. Je pense que c'est aussi des choses qui sont intéressantes à mettre en avant en termes d'envie pour des jeunes qui voudraient s'inscrire dans ces métiers-là, parce que c'est pas du tout des métiers où on est isolé. La force en termes de rétention, nous, on met beaucoup la force de l'équipe. C'est des gens qui vont arriver, ils ne travailleront jamais seuls. Ils font partie d'une équipe. Et si je peux me permettre, ça peut être une des explications qui fait que vous avez un taux d'intégration dans l'entreprise faible par rapport aux gens qui sortent de formation, parce qu'il y a certaines compétences qui ne sont pas vues d'entrée de jeu et qui sont nécessaires dans la réalisation du métier, telles que la relation client. Sûrement. Il y en a beaucoup qui vont en se disant je vais prendre un volant, je vais tout seul, tranquille, et en fait ils s'aperçoivent que c'est un métier de vente, de relation, d'organisation, de planification, de gestion horaire, bref. Bon, puis bon, on va pas faire de langue de bois, mais dans une période où on avait effectivement beaucoup de chômeurs, et dans la même période où on recrutait beaucoup de conducteurs, vous faites l'adéquation, ça va très très vite. On a des chômeurs d'un côté, on a des besoins de l'autre côté. C'est pas méchant ce que je dis, mais le sourcing n'était peut-être pas le meilleur non plus. On a pris là où il y avait du monde. Avant, un conducteur, il venait parce qu'il avait envie, parce qu'il aimait la route, parce qu'il aimait les camions, parce qu'il aimait le contact. C'est à nous aujourd'hui, sur ces types de recrutements qui sont différents, de faire aimer ça. Et c'est ce que disait Madame Luc. Au-delà de ça, sur des métiers beaucoup plus logistiques, comme de la logistique industrielle, des études et méthodes dont on peut parler sur ce slide-là,
effectivement, non seulement vous n'êtes pas seul dans votre propre entreprise, mais vous êtes en contact avec aussi bien les fournisseurs que les clients. Et ça, c'est aussi à noter. Et quel que soit le niveau qui est le vôtre, à un moment donné, vous allez être en contact soit avec un fournisseur, soit avec un client, soit avec les deux. Et la représentation de Madame Luc, elle est tout à fait vraie. Le porteur de carte de visite de l'entreprise en distribution, effectivement, c'est le conducteur. C'est le conducteur et son camion. C'est ce qu'on voit le plus. Après, il y a beaucoup de choses derrière, on en a parlé tout à l'heure. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, s'il y a des questions. On n'entend pas. Pascal Place, moi je suis présidente de l'IUT de Sénart-Fontainebleau et par ailleurs ancienne DRH de Norbert d'Entresang Logistique et de Fnac Logistique. Très bien. Donc pour avoir vu les deux d'ailleurs, tout à l'heure je reviens juste sur ce que vous avez dit, je pense qu'il y a une vraie différence pour avoir fait les deux, entre une logistique intégrée, comme à la Fnac quand c'était le cas bien entendu, et puis avec une logistique prestée. Et je pense que les remarques qui ont été faites concernaient beaucoup la logistique prestée, c'est un peu moins vrai dans les logistiques intégrées, même si on sait qu'aujourd'hui, ça se développe plutôt en presté, et tant mieux, je dirais que je n'ai pas trop d'avis sur le sujet. Bon, simplement, moi, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, ma question portait sur l'effet que produit en logistique, presté ou intégré, je dirais, l'effet Internet. Parce que là, vous êtes beaucoup sur les conducteurs, et moi, ce qui m'avait frappé, mais c'était au démarrage d'Internet, en tout cas pour la Fnac, par exemple, le préparateur de commande est quand même assez clé, et vous le mettez, mais je pense qu'il faut insister beaucoup là-dessus. Le préparateur de commande doit aussi avoir conscience que là, pour le coup, c'est le client direct. Puisqu'au lieu d'avoir du B2B, vous êtes passé quand même, pour beaucoup, en tout cas avec Internet, sur du B2C. Et juste pour rigoler 2 secondes, je vous citerai l'exemple à la Fnac où on a un monsieur qui nous a appelé pour nous dire qu'il avait reçu Chaude Beurette comme petit bouquin pour sa petite fille parce que la préparatrice de commande, en l'occurrence, s'était trompée. Voilà, donc c'est juste pour dire que ce côté-là, moi je pense qu'il ne faut pas le négliger. Il doit y avoir des évolutions autres que celles que je viens d'expliquer sur le côté préparateur parce que je pense qu'il y a un gros développement. Vous avez complètement raison. Alors on a peut-être parlé un peu beaucoup de conducteurs parce que tout à l'heure on a parlé de manque cruel dans les métiers et c'est surtout là-dessus que ça porte aujourd'hui. Mais sur la préparation de commandes, il y a des diplômes d'entrée, notamment des CAP, qui sont très... J'ai été président de jury hier sur un CAP, opérateur logistique. Après, vous savez qu'aujourd'hui, les notes se divisent en deux, la partie professionnelle, la partie non professionnelle. Il y a des jeunes à qui on n'a pas donné leur diplôme alors qu'ils avaient une moyenne supérieure à 10 parce qu'en termes de professionnel, et ça rentre dedans. Comment je prépare une commande, comment je m'assure que la commande soit bonne, comment j'utilise un chariot élévateur, etc. La note n'était pas de 10, on ne peut pas leur donner leur diplôme. Ces formations existent, elles sont plutôt convaincantes, ça fonctionne. Et effectivement, pareil, le préparateur de commande avant qui prenait un produit, qui le mettait dans un carton de façon basique, aujourd'hui, s'il ne sait pas se servir d'informatique, il ne peut pas faire ce métier, c'est une évidence. Mais au fond, si on parle des jeunes, pour eux, c'est juste une extension de leur être, en fait. Vous parliez de téléphone portable. Le téléphone portable, c'est la douchette, c'est le PDA, c'est tout. C'est le point d'entrée, c'est le point de sortie. Donc, effectivement, et notamment dans une livraison à distance et commande à distance qui se développe beaucoup, parce que tout à l'heure, et Madame Luc a eu raison de me reprendre, il y a des circuits courts qui se remettent en place, tant mieux. C'est tout le paradoxe en fait du moment. D'un côté, on a des circuits courts et d'un autre côté, on a des très très gros faiseurs qui commencent par A avec un Z dedans, par exemple, mais pas que, vous voyez ce que je veux dire, qui s'installent en périphérie des grandes villes avec des milliers et des milliers de mètres carrés et qui peuvent vous livrer une commande en moins de 6 heures, avec un transport gratuit. Et ça, justement, on doit se battre contre ça. Parce que, alors pas contre l'enseigne, elle fait son travail, moi j'ai pas d'avis. Mais le transport gratuit, la prestation logistique gratuite, ça n'existe pas. Le gratuit, ça ne vaut rien. Et si on veut mettre de la valeur sur nos métiers, il faut faire payer les prestations, même pas grand-chose. Mais votre remarque, elle est tout à fait juste. Et ça répond exactement à ce qu'on disait. Quel que soit votre niveau de décision dans la chaîne logistique, Madame Luc a parlé d'équipe tout à l'heure. Sur une des slides, on voyait une chaîne, vous êtes un maillon. Si ce maillon-là, il est défaillant, c'est toute la chaîne qui chute. Bon, vous connaissez l'adage, on mesure la force d'une chaîne à son maillot le plus faible. Et ben, c'est tout à fait vrai. Et nous, dans nos entreprises, on essaie de ne pas avoir de maillon faible, ou en tous les cas, quand il y en a, de faire en sorte de les renforcer. Je pense que le préparateur de commande, on en a beaucoup. Alors, on n'est pas en B2C, on en fait très très peu. On est pour le coup, on n'en fait que du B2B, mais oui, il y a du B2C aussi sur la livraison à domicile notamment.
Je pense qu'un des enjeux forts, c'est aussi la formation des équipes. Enfin, le côté... on ne peut pas former un préparateur qu'à son poste. Vraiment, j'insiste assez lourdement, parce que c'est vraiment une marotte que j'ai sur le fait de comprendre sa place dans la chaîne et l'impact de ce qu'on fait. Et si on montre à des préparateurs de commandes que ce qu'ils font, c'est un peu bête et méchant, n'importe qui peut le faire, et puis l'impact n'est pas important, on ne valorise pas le métier. Et puis on ne les responsabilise pas non plus. Donc je pense qu'il y a aussi tout un enjeu à leur donner le sens et à leur parler de la logistique au sens global, même quand ils arrivent, et pas juste les former sur le poste, mais comprendre un peu finalement quel est mon rôle, quelle est ma place. Et au final, la petite fille, elle va recevoir le bouquin qu'elle avait commandé et pas autre chose. Mais c'est vraiment un enjeu fort aussi de montrer l'impact, de montrer le sens du travail. Et je pense que ça contribue à la fidélisation et à la valorisation de ces métiers-là. C'est la qualité de service. Hein. Une QS en dessous de 92%, c'est pas une bonne QS. Hein, parce que vous avez 8%. Ça, c'est complexifié, simplement, je pense. Oui, mais je dois dire que ces chiffres-là, lorsqu'on est en dessous de ça, ça veut dire que quelque part, il y a une problématique dans la chaîne logistique de distribution, c'est clair. Et après, est-ce que vous pouvez aussi avoir l'impact des gens qui travaillent avant, qui mettent à disposition les produits sont bien mis, pas bien mis. En fait, c'est vraiment... le client est satisfait quand toute la chaîne a bien fonctionné et pas juste un maillon. Voilà. Mais effectivement, clairement, on est sur des métiers en perpétuelle évolution. C'est mouvant. Alors, il faut aimer le changement. Il faut aimer se remettre en question. C'est une évidence. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Tout à l'heure, on parlait de carrière. Vous avez donné votre exemple, par exemple. Et c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, dans nos entreprises, on a des gens qui ont commencé préparateurs de commandes, qui sont responsables d'exploitation, voire même qui sont directeurs de sites logistiques. Ça existe, il y a de la formation continue, on en a beaucoup. On est une branche qui forme quand même très correctement. On s'améliore beaucoup sur l'apprentissage, on n'était pas toujours très bon. Bon, clairement, si on prend conducteur, c'est compliqué. Conducteur en apprentissage, il va passer 2 ans à côté d'un conducteur tutélaire sans conduire. C'est pas toujours évident, mais on le fait quand même. Ce qui est clair, c'est que les modes de consommation, ils changent très vite, très très vite, et la logistique, elle doit changer aussi vite, voire plus vite, parce qu'il faut s'adapter. Alors, on pourra en parler à l'envi, mais effectivement, notamment la consommation digitale, c'est-à-dire par Internet, c'est extrêmement impactant sur le mode de fonctionnement de nos distributions et de nos chaînes logistiques. C'est évident, sur de la logistique urbaine aussi. Je discutais il y a 15 jours avec l'Adréal Pays de la Loire, il se pose beaucoup de questions. L'implantation des entrepôts, on les met où? On veut faire du développement durable, on veut faire du dernier kilomètre vert. Pour faire du dernier kilomètre vert, il faut être près de son lieu de livraison. Et pour être près de son lieu de livraison, il faut avoir des dépôts près de la ville ou dans la ville. Ce qui change beaucoup la donne. En revanche, on sait très bien que la ville, elle n'est pas faite forcément pour accueillir des entrepôts. Donc voilà, il y a des enjeux qui nous dépassent, qui sont des enjeux socio-économiques et sociétaux très importants. Et clairement, il y a des choses, il faut le dire aussi, on n'a pas vu venir. La livraison par des Uber Eats qui font partie de notre branche, dans notre branche, hein, on le sait. Alors on voit, on a eu une montée des entreprises comme ça, hop, et ça va, c'est extrêmement mouvant. Est-ce que ça va continuer, pas continuer? On ne sait pas, mais il faut qu'on s'adapte. Et c'est ça qu'il faut dire notamment aux jeunes qui veulent rejoindre nos formations. On est dans des métiers où c'est neuf, où on est sur de la haute technologie, on est sur de l'adaptation, on est sur de la réflexion. Et quand ils vont rentrer dans cette filière-là, en gros, le matin, vous commencez, vous savez que vous êtes à un point A, le soir, vous savez que vous devez être à un point B, vous ne savez jamais par quelle route vous allez passer. Et ça, soit on aime, et c'est passionnant, soit c'est déroutant, et puis on sort du jeu. Mais généralement, je peux vous dire que les jeunes, une fois qu'on les a dans nos entreprises, ils accrochent. Voilà. Après, il y a des métiers où c'est un peu plus compliqué que d'autres, et ça va aussi par la valorisation de la société en règle générale, et je crois qu'il faut qu'on fasse tous des efforts là-dessus. Je pense que oui, l'attractivité du secteur, elle viendra vraiment par sa transformation, en fait. Par le fait qu'aujourd'hui, pour le coup, c'est à la fois stressant et en même temps extrêmement passionnant, tout ce qui est en train de se passer sur le marché. Nous, on a fait, il y a une dizaine de jours, une journée dédiée complètement aux innovations. On a fait un événement digital où on a été regarder en fait toutes les innovations en local, tout ce qui est mis en place. Ça va des solutions digitales aux solutions d'organisation,
On a un site qui a mis en place, vous savez, quand vous allez en restauration, vous avez des petites choses qui vibrent pour aller chercher vos plats, etc. Et eux, pour la sécurité des collaborateurs et pour éviter que les collaborateurs passent du froid au chaud, parce qu'on était en froid négatif, passent du froid au chaud pour aller prévenir le conducteur qu'il faut qu'il revienne, etc. Ils ont trouvé cette solution-là, ils ont acheté, et puis ils donnent au conducteur, et quand il faut qu'il revienne, il peut revenir chercher son camion, voilà. C'est des innovations, et en fait, ce qui est vraiment intéressant, et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est quel que soit le niveau de l'entreprise dans lequel vous rentrez, vous avez possibilité de contribuer, de changer, et c'est un secteur qui est très très preneur, parce que très au service de ses clients, très preneur en fait de toutes les bonnes idées. Donc on peut être contributeur, on peut évoluer, on peut bouger. Il y a du digital, mais pas que, voilà. Donc et en fait il y a plein d'innovations qui sont assez. C'est un secteur qui est foisonnant. Et en tout cas, on rentre pas en ayant finalement des fois quand on a fait des formations digitales, on va se retrouver. Il y a plein de gens qui sortent aussi des formations digitales parce qu'ils se retrouvent finalement en pure exécution de programmation, voilà. Dans notre secteur d'activité, on a aussi la possibilité de faire de l'opérationnel, de travailler en équipe et d'innover. On recherche aussi beaucoup de gens sur la partie IT, parce que comme monsieur disait tout à l'heure, les systèmes d'info sont vraiment quelque chose de clé. Mais ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important, je pense que c'est toute la notion de compétences comportementales, sur lesquelles peut-être c'était pas des filières sur lesquelles on insistait lourdement. Je vois moi tout ce qui va être vraiment la communication. On a ces problèmes d'attractivité. Il y a beaucoup de gens qui sont en Bac+2 aujourd'hui qui vont rentrer, qui vont être des managers de proximité. Ça veut dire que des gens qui vont rentrer directement chez nous vont se retrouver en situation managériale. C'est des notions où aujourd'hui, je trouve que peut-être dans les formations, il y a besoin de donner cette notion-là. Parce que si on veut que ça soit un secteur attractif, la partie technique, dans les entreprises, on prend le relais, on forme. Enfin, on va les former au système d'info. Les systèmes d'info de chez Steph ne sont pas forcément les systèmes d'info de chez un concurrent, etc. On va les former, on est super, on connaît bien ça. Par contre, avoir des compétences, des appétences sur la partie managériale, être un leader, conduire le changement, parce que c'est des métiers qui se transforment, etc. Être dans la communication, mais aussi dans l'animation des équipes, ça, pour moi, ça doit vraiment faire partie des formations. Parce qu'à un Bac+2, on peut se retrouver en situation managériale. Et pour moi, aujourd'hui, c'est des éléments qui sont importants. Ils n'ont pas besoin d'être des experts de tout, parce que la chaîne est tellement large qu'au final, on ne sait pas à quel maillon de la chaîne ils vont être arrivés. Donc, et nous, on prendra très très bien le relais en formation continue dans l'entreprise pour continuer à leur faire acquérir notre spécificité, nos éléments. Par contre, sur les formations, sur la partie soft skills, quelque part, s'il y a une erreur de casting au départ, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour finalement les emmener, les faire grandir. Voilà. Et je vous disais, la veille, la curiosité, le fait d'être tourné vers l'extérieur. Oui, c'est tout à fait d'accord avec vous. C'est une thématique qui n'est pas liée à simplement la logistique ou au transport. Elle est liée à plein de secteurs. C'est une problématique du management qui est liée à tous les secteurs d'activité, où on est en recherche absolument colossale d'avoir des managers, j'allais dire, nouveaux crus. Pas des managers anciens styles, des managers nouveaux crus. Et la question qu'on peut se poser, c'est forme-t-on un manager en VUT? Et à un moment donné, c'est qui est capable d'évoluer sur une dimension managériale qui est une exigence en termes de comportemental absolument terrible. Ça demande une palette de facultés qui est loin d'être négligeable. Mais je pense que si déjà vous avez... Nous, les formations managériales, on va les prendre en entreprise. On fait ça tout le temps, très bien, voilà. Ce qui peut déjà être fait de l'ordre, pour moi, de la formation post-bac, que ça soit Bac+2, Bac+4, Bac+15, Bac+5, c'est tout ce qui concerne la partie communication et travail en équipe. Tout ce qui va les faire travailler à plusieurs, etc. Parce que quelque part, vous avez ces deux piliers-là, en termes de management, derrière. Il va vous manquer un peu de leadership que vous allez pouvoir acquérir avec de l'expérience, des techniques, des choses comme ça, mais on leur donnera dans l'entreprise. Par contre, la communication et le travail en équipe, ça doit commencer. Enfin, aujourd'hui, on voit énormément de formations. Moi, j'en mets en place dans l'entreprise, que ce soit pour je vous dis, des futurs dirigeants ou des formations d'entreprise. On les fait travailler sur des projets communs. Tout ce qui va
contribuer au fait de travailler avec quelqu'un qui est différent de moi, d'être suffisamment ouvert, dans ma situation managériale, c'est quelque chose que je vais retrouver demain. Et pour moi, ça, on ne les forme pas au management peut-être dès la partie DUT, mais en tout cas les soft skills qui sont les fondamentaux pour être un bon manager aujourd'hui, on va dire, adapté aux générations qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, qui ont besoin d'être considérées, qui ont besoin qu'on leur donne du sens. Donc ça veut dire communication et ça veut dire être en capacité de respecter l'autre et le travail en équipe. Et si déjà il y a ces deux fondamentaux-là, je pense qu'on est plutôt... on aura des gens avec qui on peut faire plein de choses. Ouais. Juste pour votre information à ce sujet, donc nous, l'AFT, on propose aussi aux entreprises un outil qui s'appelle Tisser. Parce que clairement, on s'est aperçu aujourd'hui, notamment dans la population manager intermédiaire, exploitant, il y a une courbe démographique qui n'est pas bonne du tout. Donc on le sait, on a un taux de renouvellement, un taux de remplacement qui n'est pas bon en règle générale dans la branche, mais particulièrement sur ces métiers-là. Et Tisser, ça permet de mettre en lien du savoir-faire et du savoir-être, des choses. On apprend beaucoup de choses à l'école. Après, la culture entreprise, la culture métier, il y a des formations internes, mais là, c'est une relation d'homme à homme ou de femme à femme, enfin, ça n'a pas d'importance, mais en gros, on met un exploitant chevronné en relation avec un jeune qui va rentrer dans la profession. C'est un travail de longue haleine qui a un double intérêt, c'est de mettre en avant la personne qui est sur place et surtout de ne pas perdre son savoir-faire. Parce qu'il y a des choses, du vocabulaire, vous l'avez dit, des soft skills, voilà, on les a pas, on les a appris, on les a pas appris. Donc il y a cet outil qui fonctionne bien. Et puis tout à l'heure on parlait attractivité, on l'a pas dit, mais on a fait un travail l'AFT avec l'EDEC-PIC. C'est sur le site de l'AFT, c'est sur le site de l'EDEC également, sur l'attractivité de nos métiers vus par leurs salariés et par tranche d'âge. C'est très inspirant. Et vous voyez, tout à l'heure, quelqu'un a parlé salaire, c'est vous, monsieur, au fond. Eh bien, dans les générations Z et Y, ce n'est pas du tout le salaire qui arrive en premier dans nos professions. Il arrive même en 3e ou 4e position. C'est effectivement, c'est ce qui m'y a fait penser, c'est le sens qu'on donne à son travail, l'organisation personnelle qu'on peut y mettre et beaucoup d'autres choses qui aujourd'hui, les entreprises de la branche et autres doivent prendre en considération. C'est adapter son entreprise, faire en sorte que son entreprise, elle soit un peu sexy, un peu funky pour attirer des plus jeunes, avec des modes de travail qui ne sont plus les mêmes. Je vous invite à aller le voir, c'est extrêmement intéressant. Et il y a les opportunités de carrière aussi, qui sont très très en demande. Nous, on va partout, y compris dans les Antilles. Si vous m'invitez, je viens. Ah oui, alors il est plus là, monsieur. Non, parce que monsieur Paron, avec l'âge qu'il avait, je pense qu'il fallait à un moment donné. Il n'y a plus, oui. Donc effectivement, pour les Antilles, on n'a plus personne. Alors on a encore des gens pour la Corse, oui. Ça c'est vrai. Et pour les Antilles, c'est. Voilà. Alors non, mais je crois qu'il est prévu quelque chose. Ouais, il est prévu quelque chose. Ouais. Alors après, vous inquiétez pas. Mais ceci dit, vous pouvez nous contacter. Vous savez. Oui. Alors, aucun problème. Aucun problème. Non, je pense qu'il y a un mot, c'était votre président qui disait ça dans l'officiel des transports cette semaine, je crois. Je pense que il faut encore qu'on travaille sur nos métiers parce que finalement, c'est pas des métiers qui sont encore vraiment connus. Et je pense qu'il faut qu'on travaille sur cette attractivité de tous les jours parce qu'il y a encore un besoin de connaissance et de reconnaissance qu'on n'a pas encore. Je dirais, mais c'est récent quand même ces métiers-là. C'est quand même il y a 10-15 ans, on parlait pas de la même façon de ces métiers-là. D'abord, quelque part, c'était tellement caricatural, on disait c'est de la conduite, quoi. Le reste, ça n'existait pas. Et puis, les 4-5 dernières années ont été vraiment de l'accélération. Plus 10% sur la livraison urbaine du dernier kilomètre. Maintenant, je dirais que, je voulais citer un chiffre tout à l'heure, il y a 10 ans, un colis, entre son lieu de configuration, sa livraison, c'était 8 km. Aujourd'hui, c'est 16 km. Ça veut dire qu'un site logistique, il est à Orléans, il est à Cergy-Pontoise, il n'est pas dans un établissement logistique urbain, ce qu'on appelle dans un élu. Il y en a, certes, mais c'est pas là qu'on va le trouver. Donc il y a toutes ces problématiques-là encore à retravailler pour créer de l'attractivité. Eh bien, sur ces bonnes paroles, nous allons mettre fin à notre table ronde. Nous avons fini notre temps, épuisé notre temps. Juste, donc pour les IUT, vous embarquez pour les blocs de compétences des choses en plus, qui sont notamment les compétences comportementales.
Ça, c'est très important.